Donc nous allons entamer le quatrième et dernier chapitre de ce cours de macroéconomie. Bien sûr, dans ce quatrième chapitre, nous allons voir l'équilibre encore plus important. D'accord? C'est l'équilibre simultané qui concerne à la fois le marché des biens et services et le marché monétaire, ce qu'on appelle l'équilibre ISLM ou modèle ISLM. Dans ce chapitre-là, nous allons voir l'équilibre donc au niveau du marché des biens et services, ce qu'on appelle l'équilibre IS. I est égal à S. Nous allons voir également l'équilibre sur le marché monétaire, l'équilibre entre, bien sûr, ce qu'on appelle l'équilibre LM et l'équilibre simultané ISLM qui concerne les deux marchés. Donc le modèle ISLM, donc c'est une formalisation ou c'est une version formalisée des thèses de Keynes, une représentation algébrique et graphique d'un certain nombre de relations posées par Keynes dans sa théorie générale en 1936. Bien sûr, l'apport principal de ce modèle-là, c'est la détermination simultanée de l'équilibre sur les deux marchés, le marché des biens, IS, et des services, IS, et le marché de la monnaie. Le premier point, donc, ça concerne l'équilibre sur le marché des biens et services, la courbe IS. D'abord, comment on arrive à l'équilibre ou à la condition IS? Donc, on va voir comment on va arriver à partir de la condition Y est égale DG, c'est-à-dire la condition de l'équilibre chez Keynes, l'offre globale est égale à global. À partir de cette condition-là, on arrive à l'égalité IS. L'offre globale est égale à global. Posons Y est égal, donc Y c'est l'offre, bien sûr, c'est le revenu, est égal à la consommation plus l'épargne, et la demande globale est égale à la consommation plus l'investissement, bien sûr, dans le cadre, donc nous supposons qu'il s'agit dans le cadre d'une économie avec deux agents, avec deux composantes de la demande globale, la consommation et l'investissement. Donc, à l'équilibre, il y a égalité entre Y et la demande globale. Donc, égalité entre la consommation plus l'épargne et la consommation plus l'investissement. D'accord? Donc, les conditions d'équilibre sont donc équivalentes. Donc lorsqu'on dit l'équilibre offre globale est égal à demande globale, c'est comme si on parle de l'équilibre I est égal à S ou l'équilibre IS. Condition, bien sûr, de l'équilibre offre globale et demande globale et la détermination de l'équation d'équilibre ou du revenu d'équilibre. D'accord? Donc, nous retiendrons la fonction de consommation keynésienne, selon laquelle c'est exclusivement lié au revenu disponible de la période. De même, on admet que l'investissement dépend uniquement et de façon décroissante, comme nous l'avons vu dans le chapitre 2, du taux d'intérêt. Donc nous avons les deux fonctions, la fonction de consommation qui dépend du revenu et la fonction d'investissement qui dépend du taux d'intérêt. Donc la demande globale peut s'exprimer en fonction du revenu national et du taux d'intérêt. D'accord? On en déduit que le revenu national est égal à 1 moins petit c qui est égal à la consommation autonome moins E petit e multiplié par le taux d'intérêt plus l'investissement autonome. Et finalement, l'équilibre s'écrit de la façon suivante, ce qu'on appelle l'équilibre ou l'équation d'équilibre IS, Y est égal, donc l'équilibre est égal, Y est égal, donc on obtient le revenu d'équilibre en fonction, d'accord, du taux d'intérêt. Donc l'équilibre est égal à la consommation autonome moins petit e fois le taux d'intérêt plus l'investissement autonome, le taux sur 1 moins la proportion marginale à consommer. Ou si vous voulez, la proportion, ou si vous voulez, le revenu d'équilibre est égal à la consommation autonome moins petit e fois le taux d'intérêt plus l'investissement autonome sur la proportion marginale à épargner.
Troisième point, donc, ça concerne la condition d'équilibre IS et la détermination du revenu d'équilibre. Donc maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'il est possible de déterminer le revenu d'équilibre à partir de l'égalité IS. D'accord? Donc l'investissement, nous avons la fonction d'investissement, d'accord? Nous avons également la fonction d'épargne, d'accord? À l'équilibre, l'investissement est égal à l'épargne, d'accord? La courbe IS ou l'équation d'équilibre peut se lire donc de deux façons équivalentes. Donc il y a une interprétation néoclassique, c'est le niveau du taux d'intérêt qui équilibre le marché étant donné le niveau du revenu, c'est alors le niveau de l'investissement qui s'ajuste au niveau de l'épargne. Dans le deuxième cas, c'est l'interprétation keynésienne, c'est-à-dire que c'est le niveau du revenu Y qui équilibre le marché étant donné le niveau du taux d'intérêt. C'est alors le niveau de l'épargne qui s'ajuste dans ce cas-là au niveau de l'investissement afin que soit respectée l'égalité comptable. Y est égal à la consommation plus l'investissement. L'offre globale est égale à globale, c'est-à-dire l'égalité épargne égale à l'investissement. La construction de la courbe IS. Donc nous allons voir 4 graphiques. Le graphique 1, donc c'est celui qui décrit la liaison entre l'investissement et le taux d'intérêt, qui est une relation négative ou inverse. Donc on voit ça clairement à travers le graphique. Deuxième graphique, donc il complète ou il prolonge le premier. Donc le graphique 2, il applique la condition de l'équilibre. La condition c'est quoi? La condition, c'est l'égalité entre l'investissement et l'épargne. Si l'investissement est égal à 10, l'épargne est égale à 10. L'investissement est égal à 20, l'épargne est égale à 20. Puis après, on passe au graphique 3, qui complète les deux précédents graphiques. Donc, il reprend la liaison entre l'épargne et le revenu. Il nous donne la fonction d'épargne, où l'épargne est proportionnelle au revenu national. Puis, le quatrième graphique, qui résume le tout. Donc, il donne l'ensemble des conditions, d'accord, d'équilibre sur le marché des biens et services, donc soit la courbe IS. Donc, le graphique, il nous montre qu'à une baisse du taux d'intérêt correspond une hausse du revenu national Y. La courbe, donc, IS est une courbe qui est décroissante. En d'autres termes, pour chaque taux d'intérêt, il existe une valeur du revenu national Y qui assure l'équilibre sur le marché des biens et services. C'est à travers I que s'établit le lien entre les deux marchés, le marché des biens et services et le marché monétaire, pour réaliser ou pour la réalisation de l'équilibre IS. Nous l'avons déjà dit, donc la courbe elle est décroissante, d'accord? Comme comme l'investissement est lié négativement au taux d'intérêt, le revenu d'équilibre varie donc en raison inverse de ce taux d'intérêt. La courbe donc IS est une courbe décroissante. Ainsi, plus le taux d'intérêt est élevé, plus est faible le niveau de l'investissement. Ou plus le taux d'intérêt est faible, plus est important le niveau de l'investissement et donc celui du revenu national. Illustration, exemple. Donc, nous avons donc deux fonctions, une fonction d'investissement et une fonction d'épargne. D'accord? Donc, une équation donc d'investissement et une équation, donc on peut obtenir une équation de IS avec l'investissement est égal à l'épargne. Donc, on va prendre la fonction d'investissement et la fonction d'épargne et on va déterminer à quoi est égal le revenu d'équilibre. Deuxième grande question, deuxième grande page sur le quatrième chapitre, c'est la courbe LM, c'est-à-dire l'équilibre sur le marché de la monnaie. Donc, qui dit marché de monnaie dit offre et demande de monnaie. Donc, l'équilibre sur le marché de la monnaie, cela voulait dire l'égalité entre la demande de monnaie et l'offre de monnaie. Donc, nous allons voir la demande de monnaie et l'offre de monnaie. Pour 15
deux motifs essentiels expliquent la demande de monnaie. Donc, il y a le motif de transaction de précaution et le motif de spéculation. La demande de monnaie pour motif de transaction et de précaution. Donc, les agents économiques conservent des liquidités pour les besoins de transaction ou pour faire face aux dépenses imprévues. Donc, la demande de monnaie pour motif de transaction, précaution, est représentée par la fonction que vous avez devant vous. Elle est égale, d'accord, alpha multiplié par le revenu national. Donc, alpha, c'est un coefficient de dépendance du revenu, donc revenu, bien sûr, de la demande de transaction de monnaie. Puis, il y a alpha multiplié par y, par le revenu national, c'est la proportion du revenu nominal détenu sous forme de monnaie. La demande de monnaie pour motif de spéculation. D'accord? Donc, les agents économiques peuvent détenir également des liquidités afin de réaliser des plus-values en capital. On dit qu'ils font de la spéculation. D'accord? Donc, la demande de monnaie pour motif de spéculation est une fonction décroissante du taux d'intérêt. Donc, vous la voyez devant vous. Donc, il y a deux composantes. Donc, une composante autonome de la demande de monnaie pour spéculation et une partie qui dépend de façon inverse au taux d'intérêt. On obtient donc la demande de monnaie totale, c'est-à-dire la demande de spéculation plus la demande de transaction pour motif de transaction plus la demande pour motif de spéculation. Donc on a les deux fonctions, la fonction de demande de monnaie pour motif de précaution et transaction et la demande de monnaie pour motif de spéculation. Donc c'est une somme d'après 15, le motif de spéculation qui est une fonction décroissante prédomine généralement sur le motif de transaction qui est une fonction croissante, de telle sorte que la courbe de demande totale de monnaie a une pente qui est négative, comme vous le voyez sur le graphique. La deuxième partie, c'est l'offre de monnaie. Donc, la variable offre est une variable qui est exogène et indépendante du taux d'intérêt. Donc, vous voyez devant vous la représentation graphique. Donc, l'offre de monnaie, donc une offre qui est exogène. Donc, l'offre de monnaie est l'œuvre de la banque centrale. Donc, au Maroc, c'est la banque El Maghreb. Donc, c'est une variable, je répète, donnée exogène, il ne dépend pas du taux d'intérêt. Maintenant, nous allons voir l'équilibre sur le marché monétaire, c'est-à-dire égalité entre l'offre de monnaie et demande de monnaie. Donc, l'équilibre à travers une illustration graphique. Donc, on le voit clairement, la courbe de demande de monnaie qui est décroissante et la courbe d'offre de monnaie qui est verticale parce que c'est exogène. Donc, il y a un point d'équilibre qui correspond à l'égalité entre l'offre et la demande. Donc, après, on passe à la courbe, bien sûr, Ln, donc toujours de la condition d'équilibre à l'équation Ln. L'équation Ln est déterminée par l'égalité offre de monnaie, demande de monnaie. Bien sûr, l'équation offre de monnaie, elle est exogène. La demande de monnaie, il y a les deux parties, les deux composantes, d'accord? La partie, ou les deux éléments, la partie demande de monnaie pour motif de transaction et la partie demande de monnaie pour motif de spéculation. Donc l'équation, il joue le rôle d'une contrainte que doivent respecter les deux composantes de la demande de monnaie. Si l'une s'accroît, donc si la demande pour motif de spéculation s'accroît ou il diminue, il faut que l'autre diminue ou accroît, puisque leur somme doit rester constante. D'accord? On le voit. Donc, on obtient bien sûr le revenu d'équilibre à partir de l'équation Ln. Donc, l'équation Ln, elle relie l'ensemble des couples du revenu et taux d'intérêt qui assurent l'équilibre sur le marché de la monnaie. Cette condition d'équilibre implique que pour une offre donnée, MO, et un taux d'intérêt donné, il existe un seul revenu qui assure, un seul revenu qui assure
l'égalité entre l'offre de monnaie et la demande de monnaie. Nous allons voir maintenant la construction de la courbe LM, bien également à travers 4 graphiques. Le premier graphique A, donc ça concerne la fonction de demande de monnaie pour motif de spéculation, qui est une fonction décroissante du taux d'intérêt. Donc on le voit, donc la représentation on la voit, donc la courbe on la voit à travers la représentation graphique. Donc c'est une courbe qui est décroissante. Le graphique 2, il complète le graphique 1. D'accord? C'est une application de la condition d'équilibre. L'offre de monnaie est égale à la demande de monnaie. Sur l'axe abscisse, nous avons la demande de monnaie pour motif de spéculation, et sur l'axe des ordonnées, nous avons la demande de monnaie pour motif de transaction précaution. Mais il doit y avoir toujours égalité, bien sûr, entre l'offre de monnaie et la demande de monnaie. C'est pour ça que la courbe elle est décroissante. Le graphique, bien sûr, 3, il complète les deux précédents graphiques, et il représente la relation positive entre la demande de monnaie et le niveau du revenu national. D'accord? Donc la demande de monnaie pour motif de transaction est une fonction croissante du niveau du revenu national. Donc on le voit à travers la représentation. Cette représentation, on la voit à travers la représentation graphique. Le dernier graphique, donc il résume, d'accord, tout ce que nous avons vu à travers les 3 graphiques. Donc il exprime l'ensemble des combinaisons du taux d'intérêt et du revenu national qui assure l'équilibre sur le marché monétaire, c'est-à-dire l'offre de monnaie est égale à la demande de monnaie. La courbe L1 est au marché de la monnaie, ce que la courbe IS est au marché des biens et services. Donc la courbe, bien sûr, L1 est une courbe qui est croissante. On appelle courbe L1 le lieu géométrique des points représentant les différents couples de valeurs Y et I pour lesquels on a l'égalité entre l'offre de monnaie et la demande de monnaie. Donc c'est une courbe qui exprime une relation croissante entre le niveau du revenu et le taux d'intérêt. Exemple, illustration. Donc nous avons un exemple où il y a l'offre de monnaie qui est égale à 160 et la demande de monnaie où il y a 2 types de demandes de monnaie. La demande de monnaie pour motif de spéculation et la demande de monnaie pour motif de précaution, et ça donne une fonction, une demande qui n'a pas fonction, moins 400i plus 40. L'équation de la courbe L1, c'est l'égalité entre l'offre de monnaie, 160, et la demande de monnaie qui est égale à 0,4y moins 400i plus 40. Donc ça nous permet, bien sûr, de déterminer le revenu, l'équation L1, d'accord, en déterminant le revenu d'équilibre et le taux d'intérêt d'équilibre. Maintenant, on va voir ce que c'est que l'équilibre ISLM, c'est-à-dire l'équilibre sur les 2 marchés, le marché des biens et le marché des biens et services et le marché monétaire. Et on obtient enfin, bien sûr, finalement, un point d'équilibre d'équilibre entre, bien sûr, IS et L1. Donc, le seul point auquel le marché des biens et le marché de la monnaie sont simultanément en équilibre est le point E. Donc, à voir plus loin. Donc, la détermination de l'équilibre, IS-L1. Donc, ça veut dire que IS est égal à L1. Donc, on fait appel à l'équation IS, donc c'est l'équation 1, et on fait appel également à l'équation L1, c'est l'équation 2. Donc, on fait bien sûr, l'équilibre macroéconomique sera atteint lorsque l'équation IS est égale à l'équation L1. D'où l'équation suivante, soit Y en fonction de I, soit I en fonction, bien sûr, de Y. Donc, il suffit, par la suite, il suffit de remplacer I par sa valeur dans l'équation IS pour obtenir le revenu d'équilibre, ou remplacer I par sa valeur dans l'équation L1 pour obtenir le revenu d'équilibre.
la courbe ISLM, donc on voit clairement le point d'équilibre E, donc il correspond à l'intersection des courbes ISLM. Donc l'équilibre E, il correspond au revenu E et au taux d'intérêt E. Donc c'est le point qui assure, donc E c'est le point qui assure l'équilibre simultané sur les deux marchés. Exemple, application. Donc nous avons une équation d'investissement et nous avons une équation d'épargne. Donc nous avons en même temps une fonction d'investissement et une fonction d'épargne. Donc on cherche à déterminer le revenu d'équilibre et le taux d'intérêt de l'équilibre. Donc l'équation de IS, donc nous avons y est égal à 500 moins 100i, c'est l'équation 1. Donc nous avons ce tableau-là, d'accord? Dans ce tableau-là qui montre clairement le passage, c'est-à-dire comment on obtient le revenu, les revenus et taux d'intérêt d'équilibre, d'accord? Puis après, bien sûr, pour chaque niveau du taux d'intérêt, il existe un seul revenu qui assure l'égalité épargne égale à l'investissement. Puis après, on cherche à déterminer l'équation LM. On va procéder de la même manière. Donc LM, ça veut dire qu'on a besoin d'une fonction d'offre de monnaie et d'une fonction de demande de monnaie. Et on obtient en fin de compte l'équation de la courbe LM qui est égale à Y est égale à 1000 multiplié par taux d'intérêt plus 300. Donc également à travers le tableau, on voit clairement que la relation entre le taux d'intérêt et le revenu Y. Et on constate que le revenu d'équilibre correspond à un revenu de 4 qui est égal à 481,82 et le taux d'intérêt correspondant c'est 0,1818. C'est le même revenu, c'est le même taux qu'on a trouvé avec l'équation IS. Donc, Y et l'investissement d'équilibre, d'accord, donc sont tels que Y et le taux d'intérêt d'équilibre sont tels que IS est égal à LM, c'est-à-dire IS est égal à LM, c'est-à-dire 500 moins 100i est égal à 1000i plus 300. Donc ça donne un revenu d'équilibre et un taux d'intérêt d'équilibre. Donc l'équation 1, elle donne un revenu qui est égal d'équilibre qui est égal à 481. Et l'équation 2, ça donne le même revenu d'équilibre, d'accord? 400 également 81,82. E est le point d'intersection des deux courbes IS et LM qui indique le niveau de Y, c'est-à-dire 481,82 et le taux d'intérêt 18,18% qui assure l'équilibre sur le marché de la monnaie et sur celui des biens et des services. Autrement dit, le point E détermine le revenu national et le taux d'intérêt qui assure simultanément l'équilibre sur le marché des biens et de la monnaie. La construction de la courbe IS, LM, on la voit, donc la courbe, on la voit clairement. Donc nous avons une courbe IS qui est décroissante et une courbe LM qui est croissante. Et nous avons le point d'équilibre E, d'accord, avec le revenu d'équilibre ISLM et le taux d'intérêt d'équilibre ISLM. En conclusion, pour conclure, en dépit des critiques dont il est l'objet de l'analyse de Keynes, qui est à l'origine de toute la macroéconomie contemporaine et du système de comptabilité nationale, bien sûr, inspire toujours, donc la thèse keynésienne inspire toujours les politiques économiques
actuel et se trouve encore aujourd'hui au cœur de la réflexion économique et des enseignements d'économie. Merci.